Hello tout le monde, ici Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord de freelance. Déjà le 4e épisode. Ah là, c'est fou ce que ça passe vite. Hein. Bon bah aujourd'hui on va pouvoir faire une petite rétrospective du mois qui vient de s'écouler, et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que ça va être l'occasion de vous dévoiler ce que j'ai gagné grâce à YouTube ce mois-ci, puisque j'ai activé la monétisation, et j'étais assez surpris des résultats, je dois vous dire. Mais avant de passer à ce bilan, je voudrais vous expliquer, et c'est un peu le sujet du roadmap d'aujourd'hui, comment est-ce que je vais faire pour potentiellement tenir sans avoir de clients pendant 2 ans. Bon, alors je sais que dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Hein. Surtout que la première question qu'on se pose par rapport au freelance, c'est pas forcément comment survivre sans clients, mais plutôt comment trouver des clients. Et cette angoisse, de se dire qu'on va pas forcément trouver de clients et qu'on va être un peu dans la mouise financièrement, il faut la supprimer, l'annihiler, la pulvériser, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais vous expliquer la stratégie que j'ai eue pour justement ne plus avoir cette angoisse-là. Parce que ça reste quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça peut empêcher aussi de se lancer. Je le rappelle comme chaque semaine, mais c'est un format épisodique, vous suivez semaine après semaine mon aventure, puisque je me suis lancé au début de l'année. Donc tout l'intérêt, c'est de s'abonner, c'est de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications, et si au cours de la vidéo vous l'appréciez, n'hésitez pas aussi à mettre le pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne. On est lundi, grosse semaine en perspective, beaucoup de travail. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je dois travailler sur un dashboard, je vous en dirai plus au fur et à mesure de la semaine. Et aujourd'hui, le programme, c'est de commencer justement à faire tous les composants qui sont nécessaires dans une page de login pour rentrer dans l'application. Donc voilà, on va voir jusqu'où je vais avancer aujourd'hui. Bon, avant de rentrer en profondeur dans cette stratégie, j'aimerais bien vous parler en fait de mon rapport à l'argent. Et d'ailleurs, pour ça, j'aimerais revenir sur le premier épisode que j'avais fait de DevTalk, donc il y a largement plus d'1 an, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne si vous avez envie de le voir après, et dans lequel, à l'époque, j'expliquais pourquoi faut pas s'attendre à devenir riche avec une application. Mais qu'aussi, être à la tête d'un empire énorme, c'est pas forcément ce qui peut rendre heureux, et je pense que certains l'avaient mal compris, parce que dans les commentaires, j'ai eu des trucs un peu désobligeants du genre, ouais, t'as pas les épaules pour être entrepreneur, tu deviendras jamais riche, etc., que j'avais aucune ambition par exemple. Alors que sincèrement, je suis un méga entrepreneur, genre du niveau Jeff Bezos, vous voyez, avec un peu plus de cheveux quand même. Mais blague à part, voilà, je crois que ça a été un peu mal compris le message que je voulais transmettre à travers cette vidéo, qui était que lorsqu'on met l'argent, ou le pouvoir d'ailleurs, au centre de ses ambitions, c'est se donner le moins de chances possible d'y arriver en fait. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'aspire à très bien gagner ma vie si possible, à avoir du confort, donc je suis pas du tout là à dire que voilà, l'argent j'aime pas ça, etc. Loin de là. J'adorerais avoir plus d'argent. Mais ce que j'expliquais, c'est que voilà, devenir riche avec une app, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est faire l'application, en fait. Et c'est certain que si on donne le maximum là-dedans, on augmente ses chances de pouvoir espérer une vie plus confortable, avec plus de richesse, etc. Mais si le seul objectif, c'est de poursuivre cette ambition de richesse, de pouvoir, etc., déjà, de 1, je suis persuadé que ça marchera pas. Et de 2, je reste aussi persuadé que c'est pas ce qui est important, que le fait de faire l'application, ça va apprendre des choses, ça va nous faire évoluer, ça va nous montrer aussi qu'on est capable d'aboutir à des choses intéressantes en termes de projet, et ce, peu importe que ça rencontre le succès ou pas financièrement, en fait. Mardi, fin de journée, j'ai bien avancé sur mon histoire de dashboard. Demain, je vais vous faire une petite parenthèse sur un peu les choses que j'ai fait dedans, parce que c'est intéressant. En tout cas, j'ai toujours pas écrit cet épisode, mais je vais m'en occuper plutôt en fin de semaine, parce que là, j'ai envie d'avancer, je suis sur une bonne lancée sur ce truc-là. Donc voilà, on se retrouve demain. Si je vous ai expliqué ce point de vue que j'ai par rapport à l'argent, c'est pour que vous cerniez un peu, ma philosophie autour de ça. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, je me souviens que mes parents me disaient que l'argent me brûlait les doigts. Alors j'en avais pas beaucoup, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai que dès que j'en avais un petit peu, je me sentais un peu obligé de directement acheter, je sais pas, un jeu de Game Boy ou un truc comme ça. Et ça, avec le temps, ça a énormément changé. Je pense que parce que j'ai été élevé dans une sorte aussi de sobriété par rapport aux biens matériels, maintenant je me contente de vraiment beaucoup moins. Et un exemple qui parle bien par rapport à ça, c'est typiquement les vêtements, mon rapport aussi aux vêtements. C'est-à-dire que si vous avez vu Brise de Nice à l'époque, vous avez aussi vu son dressing avec les 15 000 vêtements qui sont les mêmes. Moi c'est un peu pareil, bon j'ai 5-6 sortes différentes on va dire, mais j'ai pas de style de particulier, surtout que j'avais un pote à l'époque, je me souviens qu'il me disait que j'étais normcore, donc bon.
Apparemment, c'est ne pas avoir de style, être de style normal, mais ça me faisait marrer parce que au final, ça devient un style, quoi. Mais voilà, la première étape de la stratégie que j'ai eue, c'est de peu dépenser d'argent, et vous allez me dire, c'est pas trop difficile en plus en ce moment avec les 2 dernières années. Donc voilà, moi je préfère de temps en temps acheter un gros truc, même un peu cher, de qualité, comme on en avait parlé dans le setup, me faire plaisir, mais je fais pas des dépenses, voilà, comme ça, surtout pour des trucs auxquels j'accorde peu d'importance. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que cette philosophie, voilà, de pas trop dépenser de thunes, ça m'a fait beaucoup économiser en fait. Et pour vous donner un ordre de grandeur, tous les mois, j'économisais quand j'étais encore salarié presque la moitié de mon salaire. Et je vis très bien, il n'y a pas de problème. Ce qui m'amène aujourd'hui à avoir voilà, un matelas, des économies assez confortables et qui me rendent plus serein par rapport à cette angoisse de pas trouver de clients par exemple. En plus j'ai pas de dette, j'ai pas fait d'emprunt, donc je suis tranquille. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas juste voilà, j'ai économisé de l'argent donc je suis tranquille, c'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'une petite partie. Et d'ailleurs je vous raconte mon expérience, je vous dis pas de le faire parce que voilà, chacun en dispose de ce qu'il a comme il veut. Donc je vous ai expliqué la première partie de la solution pour être tranquille pendant au moins 2 ans, mais maintenant je vais vous parler de la deuxième qui est la vraie astuce. Et je rappelle, tranquille, c'est ne pas avoir cette angoisse de ne pas trouver de clients par exemple. Alors quand je dis astuce, c'est pas un cheat code, c'est un mécanisme qui est possible de faire et qui est pas d'ailleurs donné à tout le monde. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire par exemple, et rien ne dit que dans le futur on pourra toujours le faire d'ailleurs. Il y a 2 choses qui m'ont permis de pouvoir utiliser ce mécanisme-là. La première, c'est que j'ai travaillé au moins 2 ans en CDI avant de me lancer en freelance, ce qui a fait que j'ai acquis beaucoup d'expérience aussi, de confiance, donc j'ai moins peur aussi de pas trouver de clients, dans un sens. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs sur pourquoi ne pas espérer se lancer en freelance en junior, je vous invite à la regarder après parce que franchement elle est hyper intéressante, je dis pas ça parce que c'est ma vidéo, c'est parce que je l'avais bien bossé, je me souviens. Et donc d'avoir bossé 2 ans en CDI, en fait ça m'a fait cotiser pour le chômage, pour potentiellement être indemnisé, mais du coup on vient au deuxième élément, et le deuxième élément c'est quoi? C'est que il a fallu que j'obtienne une rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier de ce chômage justement. Et ça pareil, je pense pas que tout le monde puisse le faire, parce que moi j'ai des bons rapports avec mon ancien boss, j'ai toujours travaillé le plus sérieusement possible, j'ai expliqué mes projets aussi très clairement, j'ai été honnête avec lui, il a compris, et voilà, on s'est entendu sur ça. Mais je le rappelle, c'est pas du tout automatique. Jeudi soir. Bon, au final, cette semaine, j'ai été dans une frénésie sur mon histoire de dashboard. Je voulais vous montrer plus en détail aujourd'hui, mais je préparerai ça demain, donc vous l'avez dans la vidéo, là ça arrive après. Mais je sais pas, j'ai repoussé toute la semaine le tournage, l'écriture, donc là je viens de finir l'écriture, mais j'ai vraiment bien avancé sur mon dashboard, je suis très content. Pas grand chose à dire ce soir, demain je tourne la vidéo, et voilà, je suis un peu fatigué. Bon, et vous allez me demander pourquoi je vous parle de chômage du coup, puisque si je me lance en freelance, je travaille en quelque sorte, donc pourquoi est-ce que je serai au chômage? Eh bien parce que le chômage en fait permet d'utiliser le mécanisme dont je vous parle, qui est totalement prévu et licite d'ailleurs, et qui consiste à continuer de percevoir des indemnités chômage en lançant une activité freelance. Donc ça c'est la plus grosse solution, on va dire, pour être tranquille, c'est imaginer là j'ai 2 ans devant moi, où je sais que je vais avoir un revenu mensuel assuré, et où je peux travailler sereinement sur mon offre, sur des choses que j'aurais pas pu faire peut-être par urgence ou besoin, et surtout voilà, j'ai pas à me poser cette question-là de est-ce que je vais trouver un client ou pas. Donc le but c'est pas de ne pas trouver de client, mais comme je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, j'ai envie aussi de poursuivre des projets personnels, et ça me permet de le faire. Pour vous expliquer simplement comment ça fonctionne, j'ai d'abord créé une SASU, ou SASU comme vous voulez, après avoir eu confirmation que j'étais bien inscrit et indemnisé à Pôle emploi bien sûr, j'ai dressé ce qu'on appelle un PV de non-rémunération de ma société envers moi, c'est-à-dire qu'en gros j'ai déclaré à travers la société que je ne gagnerai rien, je ne toucherai rien de ce qui rentre dans la société pendant les 2 ans à venir d'ailleurs, et c'est ça qui permet que je puisse encore toucher des indemnités. En fait la société elle a son propre compte, elle gagne son propre argent, même si je travaille à travers elle, et je ne touche pas à cet argent-là, il appartient à la société, pas à moi directement. Ce qui fait qu'aux yeux de Pôle emploi, je suis repreneur, créateur d'entreprise, et donc même si je dois m'actualiser, ils savent que voilà, je suis dans une démarche de création d'entreprise, et que je vais pas avoir non plus à envoyer 300 CV par semaine. Après voilà, moi c'est possible pour moi, ces 2 années à venir, parce que comme je vous l'ai dit, je surconsomme pas du tout, je dépense très peu mon argent, j'ai de toute façon un matelas au cas où il m'arrive des problèmes, et voilà, il faut en être conscient, là je sais que je toucherai peut-être 70% de mon ancien salaire, ce qui n'est pas négligeable du tout.
tout, mais je sais que si j'étais en auto-entreprise, par exemple, je pourrais pas faire ce mécanisme-là, mais je gagnerais en théorie beaucoup plus d'argent personnellement. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, j'ai mis en ligne cette semaine une vidéo sur comment choisir son statut en freelance, où je reviens d'ailleurs sur ce mécanisme-là. Cette vidéo, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec mon comptable, et c'est d'ailleurs l'occasion de vous rappeler que cette année, je suis accompagné et sponsorisé par mon comptable, par l'expertcomptable.com, qui a décidé d'être notre partenaire à l'année, donc on peut le remercier quand même. Ça aussi, ça me permet d'être plus serein de pas avoir de clients forcément. Et pour vous expliquer rapidement ce qu'est l'expertcomptable.com, c'est un cabinet comptable totalement en ligne, mais dans lequel vous avez un conseiller dédié, d'ailleurs un binôme de conseillers pour la création et ensuite pour la gestion au quotidien de votre compta. Il donne accès à des applications qui sont vraiment bien faites, et parole de développeur, je veux dire, je suis sensible à l'UX design, et pour le coup, elles sont vraiment bien faites. Ils vous connaissent, ils sont toujours disponibles, et ils vous conseillent aussi au moment de la création de la société, et donc ils peuvent vous accompagner pour mettre en place des mécanismes comme on vient de parler. En plus, leur offre, elle est sans engagement, et ils m'ont dit que les gens restaient, donc c'est pour une bonne raison à mon avis. D'ailleurs, perso, je suis content d'être chez eux, et surtout, je les remercie de sponsoriser à l'année cette chaîne. Vous en entendrez parler au moins une fois par mois, puisque à chaque fois qu'on fera le bilan, je vous en reparlerai. Pour plus d'infos, vous avez le lien dans la description, je vous invite à aller voir. Et aussi à regarder la vidéo qu'on a fait cette semaine. Bon, vendredi, faisons le point sur le fameux dashboard comme promis. Au final, j'ai été ultra absorbé par ça, donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait quand même. Et pour mieux comprendre pourquoi est-ce que je fais ce truc-là, en fait, je vais m'en servir comme, base générique pour d'autres projets ensuite. Donc ça pourra servir d'interface pour un SaaS, ça pourra servir d'interface de panneau d'admin ou des trucs comme ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de fiable, de bien codé, de clean et tout. Et j'ai essayé de coder le maximum maison, pour connaître les coulisses du truc et pouvoir modifier facilement si j'ai besoin des choses. Donc il y a très peu de plugins externes, là c'est quasiment que du code maison. Et comme c'est la partie la plus sensible, on va dire, j'ai commencé par toute l'interface de login en gros. Donc premièrement, je me suis appliqué à faire un routeur, donc c'est-à-dire quelque chose qui permet de diriger l'utilisateur en fonction de son statut, authentifié ou pas, ou des pages qu'il visite. J'ai suivi les meilleures practices, on va dire, ce qui fait que si je me lance sur la page d'accueil, je tombe directement sur le login. Si j'essaie d'aller voir n'importe quoi, j'ai une petite page 404. Et si j'essaie d'accéder au dashboard principal, je suis redirigé vers login parce que je suis pas authentifié. Principe d'un routeur. Principe d'un routeur aussi, bien entendu, c'est pouvoir se déplacer, on voit que l'URL change, etc. Un autre truc important, et qui est à mon avis quelque chose à faire dès le début quand on crée un projet comme ça, qu'on va réutiliser, c'est d'inclure des choses qui vont être très compliqués ensuite à faire, typiquement le multilangue. Donc vous voyez, tous les textes ici, en fait, ils ont été prévus à la base dans un autre fichier, dans plusieurs langues, et en fait, en dur, il n'y a que les clés pour aller les chercher en fonction de la langue du navigateur. Donc voilà par exemple à quoi ça ressemble sans les traductions. On voit que j'en ai oublié une petite là que je rajouterai plus tard. C'est quand même mieux comme ça. Ensuite, j'ai bien bossé au niveau du responsive pour avoir quelque chose de vraiment bien sur tous les devices. Donc il y a 3 modes, on va dire, un mode desktop, un mode tablette, un mode mobile. Et même au niveau de l'UX pour s'inscrire, j'ai essayé de faire un truc assez propre avec plusieurs étapes quand il y a beaucoup de champs. On remarquera aussi tous les composants que j'ai créés avec la gestion des erreurs, les mots de passe visibles, etc. Tous les trucs de base en fait que j'ai refait, même les boutons et tout. Et le truc sur lequel je m'arrachais les cheveux, j'ai réussi à le faire au final. Donc c'est un petit système de notification. Voilà, là je l'ai mis pour que ça affiche les erreurs, bien sûr. Et en fait, il est plutôt cool parce qu'il permet d'avoir plusieurs notifications qui peuvent se stacker, on va dire. Donc, il peut vraiment y en avoir autant que possible. Et donc voilà, là, j'ai fait comme si je me connectais et ça réussissait. Et j'ai eu la petite notification pour me dire que c'était bien. Il y en a d'autres types, genre info, warning et tout. On voit que je reviens directement au login si je reviens. Enfin bref, j'essaie de faire un truc hyper propre, je suis vachement content. Là, j'ai juste à faire les tests encore parce que j'ai pas fait en mode TDD. Donc je vais devoir réécrire des tests par-dessus. Mais comme j'avais une idée assez précise de comment le faire, j'ai pas eu forcément besoin d'utiliser cette stratégie TDD juste. Donc pour ceux qui savent pas, TDD, c'est faire les tests avant de coder et les faire échouer pour les faire réussir ensuite. Bref, voilà, cet après-midi programme, je montre la vidéo que vous êtes en train de voir. Bon, et ce petit bilan alors? Commençons déjà par le commencement. Ce mois-ci, vous avez pu découvrir, du coup, incluant celui-là, les 4 premiers épisodes de Roadmap. J'espère que ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît de les faire. Je suis en train de trouver, la bonne formule, à mon avis, entre vous parler de sujets en rapport avec cette aventure-là, et aussi, vous montrer un peu le quotidien. Dites-moi si ça vous plaît, d'ailleurs, dans les commentaires. C'est beaucoup de travail, mais franchement, les retours sont vraiment positifs dans les commentaires, dans votre engagement, je sens que ça vous plaît. Et Roadmap, faut imaginer ça un peu comme un shonen, donc avec des arcs dedans. Là, on va dire qu'on finit plus ou moins l'arc de mise en place des premières briques.
C'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup de trucs administratifs, en plus d'avoir fait le setup, etc. Donc c'était pas forcément intéressant de mixer ce quotidien-là avec la vidéo. Mais comme vous l'avez vu, progressivement, je peux vous montrer de plus en plus ce que je fais au quotidien. Le mois prochain va être très important. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je vais vous dévoiler le nouveau nom de la chaîne. Et ça va impliquer beaucoup de choses. J'ai encore pas mal de boulot sur les opérations Miam Miam et Black Ops, comme je l'avais évoqué dans l'autre épisode. Et je vous en montrerai le maximum que je peux, dans la limite de, voilà, au moment où il faudra faire de l'intégration logique business, je pourrai plus trop vous montrer. Mais on fera d'autres choses, on a plein de choses à faire, vous inquiétez pas. D'ailleurs, tous les mois, on reviendra sur ce qui s'est passé et je vous donnerai des indicateurs sur ce que j'ai gagné, comme promis. D'ailleurs, je vous le dis juste après, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Mais c'est pour vous rappeler qu'il faut s'abonner pour suivre de semaine en semaine, activer la cloche pour les notifications. Je pense que là, vous avez pu décider si vous aimez bien la vidéo ou pas, alors n'oubliez pas le pouce en l'air. Vous avez aussi le Discord, invitation en description, n'oubliez pas. Et le moment que vous attendiez, je vais vous révéler ce que j'ai gagné sur YouTube ce mois-ci. C'est le premier indicateur que je peux mettre en avant, on en aura d'autres plus tard, vous inquiétez pas, pour faire le bilan et pas que niveau thune aussi. Hein. Et franchement, j'ai été très surpris du résultat, en positif, hein, je vous le dis. Donc j'ai tout laissé en termes de publicité, j'ai pas du tout touché ou configuré quoi que ce soit, j'ai mis tout par défaut. Et je pense que ça va vraiment pouvoir permettre de financer tous les projets de petites applications perso que j'avais envie de faire. Et donc, ce mois-ci, qui n'est pas encore terminé selon YouTube, je tiens à le dire, m'a rapporté exactement la somme de 116 $ et 37 centimes. Voilà, à la semaine prochaine, ciao!